Bonsoir. Merci d'accueillir Nora Philippe, la réalisatrice du film. Bon, premier des 2 documentaires qui seront montrés pendant le festival en compétition. C'est un parti pris de mêler des films très différents, un film d'animation, Arco, des documentaires. Mais si on n'avait pas trouvé de documentaire qui nous plaisait, on n'en aurait pas pris. Voilà, et donc c'est bien parce que ces 2 films-là nous sont chers qu'on s'est dit, bah oui, c'est logique, on va les inclure tous les 2. Voilà, et le film de Nora, on y tenait beaucoup quand on l'a découvert. Merci Sandrine de nous l'avoir montré en disant, non, mais vraiment, regarde, tu vas voir, c'est super. D'ailleurs, j'envisage de monter une boîte de distribution pour le sortir, ce qui existe désormais. Parce que le film a une espèce de geste paradoxal, je dis ça avant, qui est à la fois un contexte international et national aux États-Unis, quand même assez grave sur la période du film, et une espèce d'élan de dynamique qui est vraiment lié à l'énergie déployée par les 4 protagonistes, ce dont on reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots d'introduction, et peut-être même un peu plus que 2? Il faut dire 2 mots. Merci beaucoup Stéphane pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Alors contre toute attente et contre toute probabilité, alors moi j'ai fini ce film et il y a eu beaucoup de moments dans cette décennie en fait de tournage, d'écriture, de montage où je me suis dit que je n'allais jamais le terminer. C'est un film que j'ai commencé en 2015, que j'ai terminé à la fin de 2024. C'est un film qui traverse donc les vies de 4 protagonistes aux États-Unis, vous allez le voir, et une bonne partie de l'histoire des États-Unis, et une part de mon histoire aussi. Il se trouve qu'en 2015, et un peu après encore, je vivais ici, et que ces salles-là, en fait, sont les salles où ma fille, qui est un petit peu aussi de temps en temps dans le film, a vu ses premiers films. Voilà, donc ça me touche énormément de partager ce film ce soir avec vous. Donc vraiment, merci beaucoup de cette invitation. Et je crois que c'est important qu'on en parle après. On a un petit peu de temps, ce qui là aussi est un luxe, et voilà, qui sera le moment de partager vos commentaires, vos histoires, et moi je vous raconterai un petit peu comment j'ai fait ce film. Il sortira en salle le 3 décembre, et il y a aussi ce soir la productrice du film qui s'appelle Estelle Robin-You, et produire un tel film est d'une grande difficulté, il faut beaucoup de courage, donc on pourra aussi parler de production. Elle est là, on peut l'applaudir au passage. Les 4 protagonistes sont avec nous par le cœur depuis les différentes régions du monde dans lesquelles elles habitent actuellement. Voilà. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure pour la rencontre. Bonne projection. Merci, bonne projection. Nora Philippe. Estelle Robin-You. Alors, quand on voit ou revoit le film, a fortiori sur le grand écran où il a une puissance encore plus grande, on se dit effectivement que ce film est improbable quand même. Que forcément on se dit on va en perdre en route, il y en a qui ne vont plus donner de nouvelles, espèce de défi fou de se dire rendez-vous en 2045. Et puis peut-être que certaines vont devenir moins intéressantes. À quel moment tu te dis, en fait, je sais que j'ai un film, à quel moment il n'y a plus cru, enfin raconte-nous un tout petit peu l'histoire du projet pour qu'il aboutisse aujourd'hui sur la plateforme d'Arte puis en salle de cinéma. Il y a plein de gens qui comptent dans la salle, c'est toujours bizarre. Donc ils vont tous te faire des bisous pendant Peut-être, c'est bien, je prends les hugs et je prends les bisous. Alors, je crois qu'il y avait à la fois, à la base, une grande inquiétude et un énorme espoir. Et c'est en fait dans cette sorte de cocktail-là en fait, d'inquiétude et d'espoir qu'on s'est projeté dans cette chose improbable. D'inquiétude donc de mon côté, je parle de ce sentiment de perdre mes moyens en fait de faire des films, moyens physiques, économiques, etc. Et donc en fait le projet commence dans une sorte de, je me mets au défi en fait de continuer. Dans ce genre de contexte, quand on a des inquiétudes sur comment on va produire ces films, réaliser ces films, peut-être qu'on choisit des choses qui semblent être plus immédiates ou plus faciles.
Mais en fait, il y avait vraiment un côté, on va survivre en fait, à tout ce qu'on traverse, et donc on va continuer pendant très longtemps. Les filles à l'époque, elles sont toutes à des endroits très différents. Evie, clairement, elle est étudiante en sciences environnementales, et elle a les savoirs, en fait, qui sont y compris donc des savoirs scientifiques, qui sont aussi des savoirs anticapitalistes, etc. Donc elle a aussi une éducation politique. Mais en tout cas, donc, elle a les savoirs et les convictions qui l'aident à penser le monde 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et donc elle voit les pandémies, elle voit le fascisme, elle voit ces choses-là. Laïla, non, elle est dans une quête qui est plus intérieure. Et Anta, elle est encore dans une autre quête où il y a tellement de réparations en fait, à mettre en œuvre qu'elle est encore à un autre endroit. Et Talia, elle est pour le coup à un endroit elle est dans un chemin qu'elle prévoit pas du tout. Elle, à l'époque, quand elle est étudiante, et c'est la plus âgée des quatre, elle pense pas du tout qu'elle va quitter la religion. Pour elle, son combat, il est à l'intérieur du religieux en fait. Voilà. Donc après, alors par exemple. Vous avez vu la séquence avec de l'IA au début, donc c'est de l'IA mais c'est très documentaire. Il y a beaucoup de vécu, voilà, dans les rapports aux télévisions. Ça se sent. Voilà. Pour le coup, je pensais pas. Je pense que c'est pour ça qu'on continue à faire des films, c'est qu'on y retourne alors qu'on se fait maltraiter en fait par les gens qui financent les films la plupart du temps. Et je pensais qu'en fait, on allait me faire confiance. Et donc là aussi, il y avait une sorte de mauvais calcul. Je pensais que vraiment ça allait vachement plaire, en fait, puis que j'allais revenir en France, en Europe, que j'allais pitcher le film et qu'on allait dire quand même c'est vachement bien. Donc il y aurait un peu d'anti-américanisme basique, ce que j'entends complètement. Enfin, qu'est-ce qu'on a à apprendre des États-Unis, de l'université américaine, etc. Donc ça, c'était des arguments à la limite que je pouvais balayer assez facilement. Mais qu'on me dise, voilà, il faut que tu aies des hommes dans ton équipe, il faut que tu aies des hommes dans ton film, etc. En 2016-2017, j'étais pas prête du tout. Et ça, je l'ai beaucoup entendu, quoi. Voilà, donc il fallait le mettre dans le film puisqu'il a commencé à avoir un... Et là aussi c'était une manière de survivre un peu à tout ce processus-là. Il fallait le mettre dans le film, hein, clairement. Ce qui apporte par ailleurs de l'humour. C'était un peu le but, ouais. Et ça marche. Enfin, le film, on a assez souvent, et en tout cas dans les 2 tiers. Merci. À la fin, il y a un tout petit peu moins, mais ça fait partie de l'évolution parce que tout à coup la situation politique, 1, s'approche de nous, 2, est de plus en plus plombée. Et puis par ailleurs, elles sont en train de se figer dans leur propre destin, donc il y a moins d'ouverture. Mais avant, vraiment, ces contrepoints-là fonctionnent bien, y compris rythmiquement, y compris dans le rapport à la musique. Enfin, il y a des effets de relance comme ça, par le jeu du montage, etc. Et pour le coup, parlons montage, on se dit que ça a dû être quand même un cauchemar, parce que, 1, il y a beaucoup de matière, 2, on se dit peut-être qu'il t'a manqué des images et qu'il a fallu en prendre ailleurs, enfin, l'assaut du Capitole, par exemple, ou des choses où j'imagine que tu n'étais pas présente à ces endroits-là. Ensuite, tu décides d'inclure des choses de ta propre vie, et on se dit, ah oui, elle dit qu'elle n'a pas beaucoup filmé sa fille, mais même quand on ne filme pas beaucoup, ça fait quand même une espèce de masse et de comment on trie ça. Enfin, raconte-nous un tout petit peu du coup, comment tu as tâtonné dans cette histoire de montage et comment ensuite tu as trouvé la bonne voie dans quelque chose de si complexe et choral. Donc c'était effectivement titanesque en fait le volume d'heures qu'on avait de rush. Dans ces cas-là, pour ne pas complètement se perdre en cours et aussi pour donner quelque chose aux protagonistes à mi-chemin, on a commencé le montage quand il a commencé à avoir aussi des sous en fait pour monter. Donc c'était en 2019-2020. J'ai eu une bourse à Paris qui m'a permis de rémunérer la monteuse qui est Marie Beautois et qui est aussi réalisatrice, qui a fait un magnifique court-métrage qui s'appelle Le Passage du Col. Et en Super 16, le passage du col de l'utérus. Voilà. Vous pourrez le voir quelque part sur Take. C'est un film magnifique et c'est quelqu'un d'une très grande sensibilité et d'un très grand courage, puisqu'effectivement elle savait qu'elle s'embarquait dans quelque chose de gigantesque. Donc on a fait un premier montage en 2019-2020 que j'ai ensuite restitué aux filles pour leur dire qu'est-ce qu'elles fabriquent, qu'est-ce qui se passe et dans quoi je me suis embarquée. Donc de leur montrer d'abord ce premier objet. Et puis après, il y a eu le Covid, donc on était séparés. Mais elles avaient des caméras, elles m'envoyaient des choses, en fait, beaucoup, plus ou moins. Et elles avaient toute liberté pour le faire ou ne pas le faire. Le méduse, enfin. Ouais, c'est le méduse, parce que comme il pique, en fait, c'est plutôt un méduse. Et donc oui, ces images de l'Alaska, mais par exemple, Laïla me les a envoyées sans les revoir. Elle m'a juste donné la carte SD, quoi. C'est le type de relation qui pouvait se tisser. Et c'était une caméra que je lui avais prêtée.
Et donc, ensuite, on a repris le montage à partir de 2023, et j'ai continué à tourner jusqu'à la fin. Donc, on a surtout en fait monté pendant 6 mois de manière très intense, enfin, ou 9 mois d'ailleurs, avec plein d'interruptions, pour aussi avoir du recul sur ce qu'on faisait. Je dirais que l'un des moments les plus difficiles, les plus douloureux en fait, du montage, c'était terminer le film. Les chaînes, donc Arte et la RTBF, avaient validé le film en septembre. On devait le rendre en septembre 2024. Mais l'idée, depuis le début, c'était d'intégrer en fait la séquence des élections dans le film et de clôturer le montage et le film tout de suite après. Et là, pour le coup, et c'est peut-être une défaillance de ma part, où j'arrivais pas à maqueter, j'ai maquetté une fin entre guillemets heureuse, hein, entendons-nous, mais où Trump n'est pas élu. Voilà. Et je n'arrivais pas à maqueter, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait, pour se préparer à tout, scénaristiquement, etc., une fin avec Trump qui est élu. C'était au-delà de mes forces. Et donc, une fois que Trump a été élu, la chef-op aussi, ne serait-ce que de filmer cette nuit pour l'équipe, pour la chef-op notamment, qui elle est états-unienne, c'était un effondrement. Évidemment, c'était plus le film qui comptait, c'était la mort en face. On a eu ensuite quelques jours pour intégrer ça et l'intégrer, donc nous, à titre personnel, intime, politique, et pour les filles aussi. Et comment on accueille ça quoi, dans le film. Les filles, elles, me laissaient des vocaux pour me dire, voilà, c'est l'apocalypse, enfin, voilà, c'est le chapitre 2, donc le monde, voilà, on va tous y passer, et le monde y compris. Et je ne pouvais pas terminer le film là-dessus. Et donc là, et c'est là que l'intégration du fil autobiographique et l'adresse à ma fille, qui n'était clairement pas partie du projet à la base, est devenu ce qui m'a sauvée et qui a sauvé le film. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, en m'adressant à ma fille, finir le film sur un effondrement total. Donc il fallait quand même garder une forme d'ouverture et d'engager sa génération à continuer le combat. Alors sur la dimension la plus politique, elle prend pas la parole à la salle, forcément j'imagine qu'elles ont brassé des tas et des tas de problématiques, y compris parce que c'est le propre de l'intersectionnalité. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que le film garde quand même des unités, des lignes de force, des questionnements sur la question du rapport au réchauffement climatique et à l'écologie, qui est avancé dès le début et puis revient ensuite dans le destin des personnages, sur le rapport à la sexualité, aux droits des femmes, etc. Enfin, on sent bien qu'il y a des axes très rigoureux à travers cette espèce de magma que pourrait être le film et qu'il a sans doute été au moment du tournage. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce que tu as écarté comme sujet potentiel et ce sur quoi tu te fondais pour créer ces fils rouges parallèles? Oui, alors ça c'est aussi une très vaste question, mais je vais essayer d'y répondre de manière méthodique. Je t'ai pas répondu sur les archives. Sur la question aussi des archives. Alors, il n'y avait pas de volonté à la base de faire une chronique rigoureuse et exhaustive d'une décennie aux États-Unis ou d'histoire globale. C'était pas le projet, en fait. Le pari que j'avais fait, pour revenir au pari de base, c'est que effectivement, par leur trajectoire personnelle et leur conscience et leurs engagements politiques, elles allaient quand même de près ou de loin toucher à ce qui importe, en fait, et ce qui façonne nos vies, et pas seulement aux États-Unis. Ça, cette intuition, elle était là, et parce qu'elles avaient aussi cette ambition-là. Après, il y a eu plein d'autres chemins. Enfin, la personne que j'ai filmée le plus et qui a compté le plus comme en termes d'horizon éthique dans ce film, c'est Anta. Et Anta, elle nous amène ailleurs que sur des chemins strictement activistes ou politiques. C'est sa quête à elle. Le premier moment où on la voit apparaître dans le film, et où elle me confie le récit de son enfance et de la mort de son papa, elle était SDF, etc. C'est la première heure où on enregistre ensemble. C'est quasiment la première fois où on se parle. Donc elle dépose quelque chose dans le film, et c'est ça qui m'a fait tenir 10 ans, en fait. Parce qu'il fallait tenir, il fallait être à la hauteur de ça, et de cette confiance-là, en fait. Et donc, tu vois, c'est pas... Donc évidemment qu'après, quand George Floyd est assassiné, on y va et on est... Mais si tu veux, il y a d'autres choses qui sont des choses de l'ordre de l'intime, en fait, qui étaient pour moi fondamentales. Et de fait, après, j'ai demandé à quelques personnes qui sont des universitaires, historiens aux États-Unis, et qui, a posteriori, lorsque le montage était quasiment terminé,
je leur avais demandé, tu me donnes 10 séquences politiques importantes aux États-Unis. En fait, on retombait sur nos pieds avec ce qui est dans le film. Voilà, c'est assez étonnant. Mais par ailleurs, encore une fois, moi, ce qui m'importait fondamentalement dans ce film, c'était de cheminer avec elle dans cette intimité, dans cette profondeur, dans cette réflexivité. Parce que moi, des films où il n'y a que des femmes qui parlent de leur, voilà, dans ce mouvement réflexif et tout, ben, j'en ai très peu, quoi. Et à leur âge, j'aurais aimé en voir. Et je veux que ma fille en voie. C'est d'autant plus réussi que ça permet vraiment de passer d'une échelle à l'autre, de la dimension nationale et même mondiale, y compris dans les enjeux que pose la réélection de Trump, mais aussi sur des choses effectivement très intimes, privées et sensuelles. Oui. C'est très sensible à la fin, l'immersion dans le lac, etc. Il y a un truc où tout à coup on est vraiment avec leurs sensations, et ce changement d'échelle permanent permet cette espèce de richesse émotionnelle que le film provoque. Je crois. Et maintenant c'est à vous de le dire ou de poser des questions. Merci. Qui pose la première? Et félicitations pour le film, c'est magnifique. Je vais voter le plus haut dans les petits papiers. Ma question, c'est un peu... moi, j'ai 26 ans et à peu près la même âge. Et après voir ça, et après voir les mots où on est maintenant, moi, je vais avoir des enfants, par exemple, mais ça me lève des espoirs. Et vous avez commencé ce film avec la naissance de votre fille. Et je voulais vous demander un peu sa naissance et sa présence dans sa vie, dans votre vie. Qu'est-ce que ça fait pour vous par rapport à les ressentis que vous avez par rapport à tout ce qui se passe au monde, en fait. Et comment ça a changé votre mission? Là aussi, c'est une question très vaste et très intime. L'un des enjeux, en fait, là aussi à l'origine du film, c'était comment repolitiser la maternité. J'avais pensé naïvement que la maternité était un projet déjà bien, qui m'appartenait, ce qui est un luxe, qui est aussi un privilège, et que c'était un facteur d'émancipation. Et quand j'ai accédé à l'expérience de la maternité, il s'est avéré que je ne l'ai pas vécu comme ça, et que je n'étais pas préparée pour ne pas le vivre comme ça. Et que je n'ai pas trouvé d'espace de parole et de partage qui me permettent de dépasser ça, en fait. Donc le film est venu, là aussi, répondre à... il faut que j'en fasse... Enfin, il faut que je réponde à ça, et peut-être que ce film peut aussi parler à d'autres personnes qui traversent cette expérience-là. Mais je crois qu'à l'époque même, enfin, on parlait pas de... Alors, techniquement, c'est pas une dépression postpartum, etc., mais il n'y avait pas beaucoup de ressources, et pourtant c'était 2015. Bon, la question de la question de la maternité, de la manière dont je le traite, c'est arrivé tard dans le film, en fait. Je voulais pas en parler. Par contre, dans les entretiens que je faisais avec les filles, donc très régulièrement, c'était des longs entretiens, on prenait vraiment des heures et des heures et des heures. Je me confiais aussi beaucoup, elles ont d'ailleurs toutes rencontré ma fille. Et ça, pour le coup, c'est comme le socle, en fait, de la conversation. Elles le savaient, et elles, dans leur génération, en fait, c'est à mi-chemin entre ma fille et moi, en fait. Elles sont pile... voilà. Et la question aussi de la parentalité, devenir parent ou pas, ça, je leur ai beaucoup posé. Puisqu'effectivement, c'est un saut dans la foi, c'est un pari de devenir parent et d'engendrer une nouvelle génération. Et toutes ont des rapports très différents. Là aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que je peux vous donner une réponse, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la pluralité des réponses qu'elles donnent, elles. Je n'ai pas pu traiter entièrement dans le film, mais par exemple, Talia, clairement, c'était plutôt non, parce que ma communauté, en fait, attend tellement ça de moi que c'est précisément pas un rite par lequel je veux passer. Laila, elle, c'était clairement l'éco-anxiété et était vraiment signifiait pour elle presque une incohérence, quelque chose qui serait incohérent. Mais là, elle est avec une femme, et dans les discussions qu'on a, elle me dit j'ai trouvé la bonne personne, et là, tout d'un coup, j'ai peut-être envie de vivre cette expérience-là avec cette personne-là. Et Anta, là aussi, c'est le moment où elle trace cet arbre généalogique, une sorte de cosmogonie à la fois fantasmatique, c'est un geste réparateur. Elle n'est pas du tout encore à ce moment-là dans sa vie. C'est romanesque en fait, dans la noblesse du roman, dans ce que le roman peut avoir de réparateur.
Et vit un petit garçon. Voilà, c'est pas dans le film, elle a accouché d'un petit garçon il y a 2 mois avec Javad, qui est iranien. On pose souvent la question, donc je le dis. Voilà, la famille était entre Téhéran, ils ont survécu aux frappes israéliennes. La famille était à Téhéran et à Istanbul pendant qu'ils se mariaient là, voilà, près de Boston. Et voilà, donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que une fois en tout cas qu'on a un enfant sur cette terre, on ne peut que l'engager à résister et à suivre sa voie. Enfin, c'est pas la mienne, mais donc je lui déconseille de faire des films, évidemment. C'est le meilleur moyen pour qu'elle en fasse. Voilà, évidemment. Non, mais je fais une sorte d'insinuation subtile. Mais j'ai montré le film à des étudiantes états-uniennes fraîchement débarquées à Paris, qui avaient 19-20 ans, et qui m'ont pas dit que ça leur ôtait tout espoir, le film. Non, elle m'a dit ça, mais elle me demandait si le fascisme allait bientôt connaître une fin, et j'avoue ne pas avoir su quoi répondre. Ni aux États-Unis, ni en France. Je tiens aussi à dire bravo, vraiment. Ça m'a fait énormément de bien, je crois que je ne suis pas la seule, de retraverser, du coup, c'est environ 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est extrêmement bien choisi, du coup, d'avoir la vie en fil conducteur, parce que je me rends compte qu'on traverse des questions toujours liées à la mort. Donc à la mort d'une personne, George Floyd, qui pour moi était un peu le climax, je ne sais pas, ça arrive au milieu du film, ça fait vraiment pleurer. Des morts, le génocide en ce moment, et où les morts futures, la vie impossible. Du coup, heureusement qu'on a la vie, qu'on a les unions, qu'on a ces femmes qui se battent. Et je me demandais, du coup, ce moment très beau, c'est Anta qui fait son arbre. Je trouve ça très très fort. Voilà, moi ça m'a raconté, faut le faire pour qu'il arrive, donc ça c'est lié à plein de questions intérieures, comme vous disiez, son chemin intérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'est venu ou pas? Est-ce qu'il y avait des questions que vous lui aviez posées? Est-ce que tu le vois avoir des enfants? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement? Enfin, si vous pouvez en dire plus ou pas. Enfin, régulièrement, on s'entend. Voilà. Comment c'est venu ce moment? Oui. Avec Anta, on a mis en scène beaucoup de choses ensemble. On a choisi des lieux, j'ai suscité des choses. Elle a déménagé à Paris. C'est moi qui avais lancé l'invitation d'aller aux Archives nationales, mais de fait, elle travaillait, elle n'était pas encore allée à Pierrefitte, mais elle travaillait sur l'histoire de l'esclavage, en fait, et de l'histoire de Haïti à l'époque. Donc on y allait, c'est juste qu'on n'avait pas le droit de filmer, donc j'ai caché la caméra, et elle a transporté une partie d'objectif, et moi le corps de la caméra, et on a posé un micro, c'était un peu du piratage. Ouais, la chef-op avait une copine au bureau. En fait, on a eu l'autorisation vers 3h du matin et elle tournait à 9h et on l'a eu. C'est la chef-op qui a obtenu. C'était légal pour le coup. On avait un papier, sinon elles n'entraient pas. Ouais. Et Panthéon, pareil, là on a eu les autorisations. Le Panthéon, pareil, je lui dis, Joséphine Baker, moi je trouve que voilà, c'est vraiment. C'est l'instrumentalisation, la panthéonisation de Joséphine Baker dans le discours macronien, etc. Mais il y a un truc qui se passe quand même, donc allons au Panthéon en ce moment et on va voir, toi, comment tu t'empares aussi de cette histoire. Et c'est d'où la séquence aussi avec Toussaint Louverture, qui bouclait plein de choses de la même manière qu'on a bouclé, entre guillemets, un pan d'histoire avec Laïla sur son rocher par rapport à l'histoire de l'escalade du début, en fait, 10 ans plus tard. Et l'arbre généalogique, en fait, Barnard, c'est une salle de Barnard, dans le scénario on joue un peu qu'elle est à Paris, mais en fait c'est à Barnard, et moi j'aimais bien lui donner puis elle se plaignait aussi pas mal elle soulignait en fait pas mal d'aspects aussi problématiques dans les enseignements de Barnard, sur les questions de race and gender and ethnicity, questions de représentativité dans le corps professoral, etc. Donc en fait je lui ai dit, vas-y, prends la craie et fais ton truc sur le tableau. Et raconte ton histoire. Et puis après, c'est toute une symbolique de réparer des filiations et des arbres généalogiques de personnes qui sont africaines-américaines. C'est le terme qu'elle utilise. Elle s'identifie, même si son papa était de Gambie et sa maman de Panama. Et comment on répare un arbre généalogique qui a été complètement brisé par l'immigration et par la mort aussi. Mais après, la question de la mort, elle est vachement présente. Personne en débat n'a jamais parlé de la mort comme ça. Il y a la nécropolitique à l'œuvre. Après, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est que Laïla, en fait, elle devient spécialiste. Elle est spécialiste en soins palliatifs. Donc c'est elle, en tant que pro, qui dit que Biden devrait vraiment se reposer
poser. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est la pro qui parle, quoi. C'est genre maintenant, c'est l'EHPAD, monsieur. Et là aussi, là, c'est son boulot, quoi. Elle côtoie ça et j'aime bien cet humour-là aussi. Et Anta, oui, elle vit complètement avec ça. Mais c'est pas pour moi, c'est pas la question de l'amour, c'est vraiment la question de la justice. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Moi, je voulais savoir en fait à quel moment il était entré en production, parce qu'on voit avec les images de l'IA un peu les galères pour arriver à cette entrée en production. Et puis le film s'étale sur 10 ans. J'imagine que vous avez un peu tourné vous-même au début, enfin je sais pas. Et du coup, je me disais à partir de quel moment il y a de l'argent, il y a une équipe, voilà, comment ça s'est passé en fait. Oui, c'est très simple, il commence à y avoir de l'argent en 2019 à travers une bourse de l'Institute for Ideas and Imagination qui est affiliée à Columbia et qui est à Paris, et là ça me permet de financer du montage, et après il y a un financement qui commence, qui est du CNC, du Centre National de la Cinématographie, une institution publique française qu'il faudra défendre jusqu'au bout, tant qu'elle est là, et qui permet au cinéma français indépendant, et pas que français, d'exister. Et en fait, en 2022, il y a eu une bourse qui est arrivée, mais qui ne pouvait être apportée aussi que lorsque j'avais une productrice, une production. Et donc c'est là que, donc Point du Jour, qui est devenu ensuite Grand Ours, et qui est porté par Estelle Romariou, que donc la productrice entre en jeu, et c'est à partir de là qu'on a eu ensuite des chaînes, Arte, RTBF, etc. Voilà, mais c'est très tardivement dans le processus, mais comme de plus en plus en fait, on doit faire son film pendant des années avant que les institutions ou les chaînes s'engagent sur la foi, de rush, etc. Donc c'est un marathon. Merci. Voilà, et je ne peux pas conclure sans dire que nous venons d'avoir l'intervenante la plus brillante de l'année, je crois. Merci beaucoup, Nora Philippe.